Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo polémique. Je compte bien faire le buzz avec celle-ci. Écoutez, les 1K abonnés approchent, je suis impatient, donc faut bien trouver un moyen pour que ça monte plus vite que d'habitude. Trêve de plaisanterie, pour être plus sérieux, voici ce dont va traiter la vidéo. Suite à un tweet que j'ai vu passer, soit dit au passant qui peut très clairement déclencher la 3ème guerre mondiale, j'ai décidé de m'intéresser à l'œuvre qu'est One Piece. Mais sous un nouvel angle où je ne l'ai encore jamais regardé. Est-ce que One Piece, outre le fait d'avoir marqué la culture, a-t-il vraiment révolutionné le manga game? One Piece a-t-il instauré des nouveaux codes, une nouvelle manière de raconter une histoire dans le monde du manga? Dans un des tweets concernés, j'ai lu que One Piece était l'œuvre la plus ambitieuse de l'histoire. Ou encore, ce qui revient assez régulièrement et dont on m'a fait écho dans des débats, One Piece ne respecte pas les codes du shonen neketsu, ainsi il posséderait une manière unique de se dérouler. Tout d'abord, j'aimerais commencer par le point le moins gros et le plus facile à aborder, l'histoire comme quoi One Piece est l'œuvre avec le plus d'ambition. Tout d'abord, il est bon de revoir la définition du mot ambition, désir de gloire, de réussite sociale, de tout ce qui peut honorer l'amour-propre, ou encore, vif désir de réussir quelque chose. Sauf si on parle d'avoir la plus grande longévité, alors oui, One Piece est très clairement ambitieux. À moins qu'Oda avoue de lui-même que One Piece était pour lui un objectif de dominer le manga game, alors oui, OP est bien l'œuvre la plus ambitieuse et GG car il aura réussi. À part ça, je ne vois pas en quoi One Piece est ambitieux, et encore moins ambitieux dans le sens où il y a eu des prises de risque dans la façon de raconter son histoire et du concret avec le scénario, ou encore la cohérence de l'univers. Et je dis parfaite transition pour le point suivant et le plus important du sujet de la vidéo, One Piece a-t-il révolutionné, cassé les codes du shonen classique? Avant de répondre à la question, on va voir ensemble des exemples concrets de mangas qui ont instauré des codes ou bien proposé quelque chose d'innovant, qui n'avait jamais été proposé et qui par la suite peut être devenu quelque chose de courant, sans oublier que les innovations doivent répondre au critère principal, celui d'avoir plu au public. Évidemment, malgré ma grande culture, je ne possède toutefois pas la science infuse, et ce, même sur les sujets que je pense maîtriser. C'est pourquoi je vais évoquer les mangas que je connais. Et c'est ainsi que j'ai demandé de l'aide à l'ami Blue Kaizoku, faut aller voir sa chaîne aussi, il dit des choses intéressantes. De votre côté, vous avez sûrement de la matière à partager, et vous pourrez compléter ou bien contredire ma conclusion. Premier point essentiel à aborder, ce n'est pas parce que ton manga a donné envie à des fans de devenir mangaka, ou encore le nombre de clins d'œil à ton œuvre dans la pop culture, ou encore les autres mangas, que tu as révolutionné le game. C'est juste un gage de rayonnance, que tu plais à autrui, sinon ça ferait passer Dragon Ball et Jojo de légendaire à divinité. Alors on va commencer simple et efficace. Dragon Ball, vous voyez Goku, vous voyez l'archétype qu'il représente. Maintenant, citez-moi un héros de shonen du même archétype qui a vu sa création avant Dragon Ball. Maintenant, citez-moi des personnages de shonen, toujours de même archétype post-création de Goku. Évidemment, comme je l'ai dit, je n'ai pas la science infuse. Il se peut que des Goku, il y en a eu quelques-uns avant lui, mais sûrement très peu. On ne peut pas enlever à Toriyama, si ce n'est d'avoir créé cet archétype, mais au moins de l'avoir propulsé sur le devant de la scène. Ne pas oublier que dans Dragon Ball Z, on peut encore citer les fameux tournois qu'on retrouve assez souvent dans les shonen qui ont suivi. Bon là on rentre dans l'argumentaire de BG. En plus les vrais savent que ça ne peut pas venir de moi. Bon, déjà un truc assez marrant, je vous partage la source. Il me semble que ça doit venir du recueil sur les anecdotes du Jump. Togashi il a révolutionné le Jump sans le vouloir. A l'époque de Yu Yu Hakusho, c'était le seul manga où les lecteurs délaissaient la prépublication du magazine, sauf que derrière, il fallut augmenter les tirages des volumes pour que tout le monde puisse s'en procurer. Car les lecteurs de Yu Yu Hakusho suivaient l'histoire presque exclusivement grâce au tome et non grâce au Jump. Deuxièmement, faut lui reconnaître qu'il est assez couillu le Togashi. Il n'hésite pas à lancer un gros arc sans son protagoniste, qui d'ailleurs avait atteint son but au milieu de l'œuvre. Certes, on peut se dire que son objectif n'était pas aussi ambitieux que random perso qui veut devenir le chef d'un truc de son univers, mais je n'ai jamais entendu parler de ça dans un autre manga. Évidemment, le petit acte gratuit, Togashi a aussi révolutionné le game en ne sortant aucun chapitre en plus de 2 ans. Revenons sur mon domaine de compétences. Jojo. Alors là, je vous mets au défi de me dire que Araki n'a pas révolutionné le game. Même si certains de ses concepts n'ont pas été repris et installés comme étant éléments classiques, on a quand même du concret. Pour éviter de spoil, je vais essayer d'y aller tranquille. Donc, Araki, tome 4, il fait une dinguerie qui force l'histoire à changer de protagoniste. D'ailleurs, vous avez déjà vu des mangas qui se découpent en parties, où chaque perso principal change? Vous aviez déjà vu des mangas où la mode rentre en compte pour le chara-design des personnages? Vous aviez déjà vu en 2006 un mangaka qui voulait faire une héroïne de shonen homosexuelle? Bon, pour le coup c'était bien trop révolutionnaire pour l'époque. Les éditeurs ont dit tu vas trop loin, le monde n'est pas encore prêt pour cette dinguerie. Dans les années 1980, de cette époque, de cette génération, les dits old school, donc des mangas de l'ancienne génération si je puis dire, où ça se bastonnait juste en mode celui qui tape le plus fort gagne. Parce que moi shonen, neketsu des années 80, je pense à Dragon Ball Z, Hokuto no Ken et Saint Seiya.
c'est-à-dire pas du jojo dans le déroulement du combat, alors que maintenant c'est devenu plus récurrent d'avoir des affrontements stratégiques dans les shonen. Pour le cas de Araki, ça reprend ce que j'avais dit dans le sens où ça a marqué, il n'a pas instauré, lui, l'a plus révolutionné. Nous repartons sur une expertise externe. Pour éviter de spoil ceux qui souhaitent commencer le manga aux questions, ou ceux qui ne sont pas à jour, je vais taire le nom du manga. Ceux qui reconnaîtront le bail pourront confirmer en commentaire. Nous sommes dans un manga de sport type basket. Habituellement, dans les mangas de basket, ça se déroule dans le circuit lycéen. Ils perdent les 2 premières années et finissent par gagner dans la 3e ou perdre. Genre, il y a 2 solutions. Dans le manga là, il existe une 3e option. Le mangaka a fait en sorte que toutes les équipes que les protagonistes ont affrontées perdent avec une giga frustration. N'étant pas très intelligents, ils ne devaient pas aller à la fac, ce qui signifie que c'était la fin pour eux. Mais les protagonistes sont toujours en course. Le mangaka fait un flash forward dans lequel on voit que les terminales de l'équipe ont arrêté le basket car ils ont perdu avec frustration. Sauf qu'on ne voit pas leur défaite ainsi que leur dernier match. Mais on a des passages où on voit que finalement le circuit lycéen ne sera pas leur terrain d'affrontement. Ils vont s'affronter dans le circuit universitaire. Et il va mixer les équipes qui étaient toutes frustrées pour faire des nouvelles équipes. Bon, moi le basket ça se limite à 2 saisons de Kuroko, donc je suis légèrement largué. Mais avouez que même si pour moi ça me semble quand même incroyable, c'est qu'on rencontre pas ce genre de situation dans chaque manga de basket. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus rentrer dans les détails ou apporter de nouveaux exemples. Grâce à ce que je viens d'énoncer, on a une bonne idée et vision de ce que signifie apporter sa pierre à l'édifice du manga. Soit vous avez apporté des nouveaux codes, soit vous avez cassé ces codes. Alors oui, je me répète une nouvelle fois, mais en effet, One Piece a bien marqué le game, rien que par sa longévité et sa place de top 1 des ventes. Mais est-ce que scénaristiquement, c'est bien le cas? Tout d'abord, Oda lui dit lui-même, c'est un grand fan de Dragon Ball et Toriyama. Luffy fait partie de l'archétype du héros type Goku. Nous avons le classique tournoi, le laps de temps qui sert d'entraînement tel Naruto qu'il avait déjà fait pour marquer une évolution dans l'intrigue. Les transformations, même Zoro rentre dans l'histoire de l'ami du prota, un peu plus sombre et méchant que le crédule et naïf héros. Le pervers, et pour finir, car on ne va pas y passer des heures, les indémodables styles de pouvoir qu'on voit un peu partout. Ce que je viens d'énumérer n'est point une critique, attention, je présente juste la partie code shonen de One Piece qu'il respecte à la perfection. Pour être franc avec vous, je pense que Oda ne se mouille pas. Il ne prend pas de risque en essayant d'apporter de la nouveauté. Il respecte un schéma classique d'univers et de narration qu'on peut comparer assez facilement. Naruto me semble parfaitement convenir pour l'exemple. One Piece pré-Ellipse et Naruto, c'est l'époque de la découverte, de leur monde avec les ennemis de leur Akabi, sauf quelques grosses pointures encore inaccessibles qui font leur apparition mais qui ne se dressent pas concrètement face à eux. C'est la partie 1. La partie 2 se déroule après plusieurs années où les personnages ont évolué pour leur permettre d'arriver dans l'enfer de leur monde, où les adversaires sont vraiment balèzes, tels l'Akatsuki et les Yonko, le nouveau monde. Un sage sur le Discord Opei, rejoignez-nous, parle de Luffy-centrisme. Avec Oda, on a vraiment l'impression qu'il a peur de ne pas respecter un concept où si Luffy représente pas 80% des événements, ça va pas. Certes, c'est le héros, mais il y a quand même une certaine dose à respecter. Vous allez me dire, c'est logique, oui et non, car il n'y a aucune prise de risque à essayer de surprendre les lecteurs. Pour illustrer le déroulement type d'un arc de One Piece, tout le monde qui suit un minimum l'œuvre est capable de vous le dire. En fait, Oda il a installé une base assez classique, faut le reconnaître, même si cela a bien marché. Mais au bout de 20 ans, ça en devient lassant. Il y avait clairement moyen de proposer quelque chose d'innovant avec la matière dont regorge One Piece. Précision, le Luffy-centrisme est surtout présent en post-ellipse. Alors attention, j'ai quand même 2 éléments qui proposent quelque chose de peu commun. En premier lieu, les protagonistes sont en quelque sorte les méchants dans leur monde. Malheureusement, c'était bien vrai au début. Sauf que l'histoire nous démontre le contraire, on va pas rentrer dans les détails, mais beaucoup de pirates gentils, et quand les grands méchants te considèrent comme les méchants, ça signifie que ce sont eux les méchants et les protagonistes les gentils. Autre élément, le fait de skip les affrontements qui ne sont pas de Luffy ou son entourage très restreint. Alors là, oui, c'est une révolution, mais attention, j'ai dit quoi au début? Si le bail est mauvais et pas apprécié des lecteurs, bah la nouveauté n'est en rien quelque chose de marquant. Faites pas genre, tout le monde se plaint des skips des combats. Ceci est une prise de risque, mais elle est mauvaise, donc je ne pense pas que cela va marquer l'histoire du manga. Voici donc mon avis sur le sujet. Si vous souhaitez plus de précision sur ma pensée, on se retrouve en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu, ce fut un sujet intéressant, surtout avec One Piece en exemple, car c'est le manga le plus vendu au monde et aussi le thème principal de ma chaîne. Je vous dis donc sur ce, à la prochaine.